Et puis nous retournons à Florence. Vous voyez qu'il n'aura de cesse toute sa vie de faire des allers-retours entre Rome et Florence. Alors à Florence, il y retourne à la demande de Clément VII. Alors Clément VII, c'est le cousin de Léon X et ce sont les deux papes qui sont issus de la famille des Médicis. Et évidemment, l'église importante à Florence est l'église San Lorenzo. C'est là l'église vraiment tutélaire, protectrice de la famille des Médicis. Et on va passer commande à Michel-Ange de réaliser la bibliothèque laurentienne, qui est vraiment accolée à l'église San Lorenzo. Et il va réaliser des dessins qui vont être représentés et qui vont être réalisés dans la pierre. La pietra serena, d'ailleurs, c'est le nom de ce type de pierre, par Bartolomeo Ammanati, un des grands sculpteurs également du XVIe siècle. Alors, ce dessin préparatoire vous montre justement la perfection, l'harmonie dans les courbes de cet escalier monumental qui aboutit, vous voyez, au niveau supérieur à la bibliothèque proprement dite. Mais c'est surtout dans la basilique de San Lorenzo, à l'arrière, au niveau de cette nouvelle sacristie, qu'il va consacrer quelques années de sa vie. Effectivement, le pape Clément VII, qui apprécie beaucoup les talents de Michel-Ange, qui ne peut pas s'en passer, va lui demander de faire une nouvelle sacristie qui serait en parallèle de la chapelle qui a été réalisée quelques années auparavant par Brunelleschi. Alors vous avez ici une représentation des tombeaux. Alors ces tombeaux sont évidemment en l'honneur de deux Médicis, pas très connus, si ce n'est par leurs tombeaux justement. Ce sont des illustres inconnus. Même s'ils s'appellent Médicis, ils sont surtout connus justement à travers leurs tombeaux. Vous avez maintenant sous les yeux la tombe de Laurent de Médicis, duc d'Urbain. Alors lui, c'est le petit-fils de Laurent le Magnifique, et vous voyez qu'il est représenté sous les traits d'un penseur. Il représente donc la méditation. Regardez ici son geste, son bras gauche, avec le doigt sur la bouche, son attitude pensive. C'est d'ailleurs une pose qui influencera énormément Rodin pour son fameux penseur. Et puis au pied de ce Laurent, duc d'Urbino, vous avez la représentation à gauche, sous les traits de ce vieillard, du crépuscule, et puis à droite de l'aurore. Regardez ici la façon dont Michel-Ange est en train de représenter les deux parties, évidemment. Souvent c'est antinomique, vous avez l'aurore et le crépuscule, et puis dans la tombe qui se trouve juste en face, qui a été consacrée pour Julien, duc de Nemours, qui est un des enfants de Laurent le Magnifique, vous avez cette fois-ci non plus l'aurore et le crépuscule, mais la nuit et le jour. Vous voyez ici, c'est vraiment quelque chose de thématique. Et puis vous avez Julien qui est représenté sous les traits d'un général romain et qui lui représente l'action. Donc autant Laurent et c'était la méditation, autant Julien c'est l'action. Et vous voyez qu'ici, la nuit à gauche représente vraiment ici l'anatomie presque masculine, tellement cette femme est musclée. Il va représenter quelques symboles comme la chouette. Regardez la poitrine qu'il maîtrise plus ou moins bien de cette nuit. Et puis à droite, il n'a pas eu le temps de terminer. C'est le jour, avec simplement le corps qui est davantage terminé que le visage lui-même. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu la chance dans les années 1975 de découvrir dans la cave à charbon qui se trouve juste en dessous de cette nouvelle sacristie, on a enlevé tout le charbon, on a enlevé toute la crasse, on a restauré, surtout après l'inondation de l'Arno dans les années 60, et là, stupeur, nous avons retrouvé ces dessins préparatoires, ces esquisses sur les murs de cette cave, et qui révèlent des études préparatoires, des poses, regardez à droite, les jambes en particulier, des profils, et puis sur le mur principal, vous avez là aussi des profils, des visages, des attitudes. Alors les experts ne sont pas tous d'accord de savoir si c'est de la main même de Michel-Ange ou peut-être de ses suiveurs. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup de références à des statuaires ou même des fresques qui se trouvent parfois dans la chapelle Sixtine où on peut voir telle ou telle position de référence. Et après, évidemment, cette incursion dans Florence pour les Médicis, à la mort de Clément VII, va être nommé sur le trône de Saint-Pierre un certain
Paul III, c'est Alexandre Farnèse, et Paul III est admiratif de Michel-Ange. Et il n'a de cesse, évidemment, de vouloir lui aussi faire travailler. Alors Michel-Ange est plutôt âgé maintenant, et nous sommes 23 ans exactement après la réalisation qu'il a fait pour la voûte de la chapelle Sixtine. Et le pape Paul III de lui commander, sur le maître-autel, sur le mur principal, le jugement dernier. Voilà la réalisation que va faire Michel-Ange. Vous voyez qu'il y a une multitude, une marée divine de personnages. Vous avez des saints, vous avez évidemment les tourments de l'enfer représentés en bas à droite, vous avez le paradis qui se trouve en bas à gauche où les âmes sont sauvées, et on a une réflexion véritablement représentée, avec cette autorité représentée par Jésus lui-même, qui est plus vu comme un Apollon. Regardez, c'est le personnage central qui lève la main droite en signe d'autorité et de colère quasiment. Vous avez sa mère, Marie, qui se détourne légèrement de son fils, et même les saints présentés autour sont pris d'effroi et de stupeur face à cette colère divine. Michel-Ange se pose des questions. Il se pose des questions sur le salut de son âme et surtout sur le salut des hommes en général, qui demandent le pardon inexorable et qui finissent par toujours retomber dans leur travers. Michel-Ange s'est même représenté un autoportrait sous les traits de la peau de Saint Barthélemy. Vous l'avez grossi ici à gauche. Voilà un des autoportraits de Michel-Ange. Vous voyez qu'il a peu d'estime de son physique, en tout cas qu'il est assez honnête vis-à-vis de cette réalisation. Et puis les dernières années de sa vie, alors il va rester à Rome jusqu'à sa mort pendant les 30 dernières années de sa vie. Il va donc, on l'a vu, se consacrer au jugement dernier, et puis il va se consacrer à l'architecture. Là, vous avez une peinture d'Horace Vernet qui représente Jules II, qui ordonne les travaux du Vatican et de Saint-Pierre à Bramante. Alors Bramante, c'est le monsieur qui est en train de présenter le plan au pape. Vous avez Michel-Ange, c'est le monsieur qui est habillé en vert, qui a la barbe noire, juste à côté du souverain pontife, et le jeune Raphaël à droite. C'est le plus jeune en train de présenter ici un demi-cercle de ses esquisses. Alors vous avez évidemment les deux grands personnages, Bramante, qui propose le plan, vous voyez, en croix grecque pour la basilique, et puis Michel-Ange, qui va récupérer ce fameux chantier. Ce chantier, il va le mener à terme, Michel-Ange. À la fin de la période évidemment de Bramante, de Sangallo aussi, c'est Michel-Ange qui va être le chef d'orchestre de l'architecture, surtout du dôme de la basilique Saint-Pierre. Alors ce dôme, il le veut à double coque et de forme ovoïde, pour répondre évidemment aux pressions et répondre aux prouesses techniques qu'il devra faire. Alors à gauche, à travers cette peinture, vous avez Paul III en train de regarder une maquette justement de ce dôme, Michel-Ange de donner des indications, des précisions, et puis à droite vous avez la réalisation, la photo magnifique de ce dôme de la basilique Saint-Pierre. Alors à la mort de Michel-Ange, il faut savoir et qu'il n'avait réalisé que le tambour et que le reste a été réalisé après sa mort. Autre grand projet qu'il va mener à terme, c'est la place du Capitole. Alors là, il a 71 ans lorsqu'il la réalise, et vous avez le palais des sénateurs au centre. Vous avez également les deux pavillons qui se font face, qui maintiennent bien cette harmonie qui donne véritablement toute son élégance à la place du Capitole. C'est d'ailleurs cette place qui est représentée sur les pièces de 50 centimes d'euros. Et puis à la fin de sa vie, encore une fois, c'est un vieux monsieur qui se pose énormément de questions dans ses tourments, dans sa réflexion, dans le salut de son âme, et c'est la raison pour laquelle il va se consacrer uniquement à des piétas, comme vous les avez ici représentés, la Pietà de gauche, où il se représente lui-même sous les traits de Nicodème, de même que dans celle qui est aux 4 figures, au centre de cette photo, là aussi sous les traits de Nicodème, et puis la toute dernière qu'il va réaliser jusqu'à son dernier souffle, la Pietà Rondanini, vous voyez, l'année même de son décès en 1564, on est loin de cette Madone, de cette Pietà qu'il a réalisée à l'âge de 24 ans, on est dans une réflexion beaucoup plus
simple, beaucoup plus sobre. Vous avez la mère de Jésus en train de soutenir son fils qui s'écroule littéralement. Vous avez ce côté très, très simple, très direct de la sculpture. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut attendre 1564, donc d'un âge vénérable, 88 ans. Il meurt effectivement le 18 février 1564. Vous avez un portrait d'un de ses élèves, d'un de ses suiveurs, Daniel da Volterra, celui-là même qu'on surnommera le Braghetton pour recouvrir les fameux nus du jugement dernier. Et puis à droite, voilà, d'après les dessins de Giorgio Vasari, le tombeau de Michel-Ange qui se trouve à Santa Croce. C'était son testament, sa volonté, même s'il est mort à Rome, il voulait reposer dans sa ville, Florence. C'est donc en pleine nuit, lors de son décès, eh bien, qu'on voit le transfert de son corps quitter Rome pour aller en toute discrétion. Pas sûr que les Romains aient accepté de voir partir celui qu'on surnommait El Divino, le divin. Et donc c'est ainsi qu'il repose maintenant dans l'église Santa Croce de Florence. Donc vous voyez un héritage assez important de Michel-Ange. Il faudra ensuite attendre surtout Raphaël pour voir une nouvelle forme de langage apparaître et surtout évidemment eh bien, les Caraches à Bologne et un certain Caravage pour révolutionner à nouveau eh bien, l'influence dans la peinture. Merci pour votre écoute et à très bientôt.